C'est bon? C'est bon, rebonjour. Rebonjour. Euh, Nous allons partager ce live sur la page de l'Institut français Tétouan parce que de toute façon, ce live s'inscrit dans la programmation culturelle de l'Institut. Mais vous pouvez également le partager sur votre page personnelle si vous voulez pour que vos abonnés puissent aussi vous écouter et vous regarder. Parfait. D'accord. Ben, aujourd'hui, nous allons parler de littérature, nous allons parler de votre dernière publication, mais avant tout, je tiens à savoir comment vous passez votre confinement, Monsieur Baïda. Alors, mon confinement, d'abord, merci pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. C'est un moment agréable à partager avec vous, surtout que ça ne sort justement ça me sort de mon cadre habituel. Donc, je passe la grosse part de mon temps ici même, dans ce bureau. Et essentiellement donc à gérer un quotidien confiné ici à la maison, y compris bien sûr mon travail qui continue. Je continue à envoyer des cours, on a assuré l'enseignement à distance, mais également je consacre une grande part de mon temps à la lecture et à l'écriture. Bien sûr, en plus des tâches quotidiennes, etc. Il faut dire en réalité que le confinement, je suis un peu habitué au confinement, avant le confinement. D'accord. Sauf que là, c'est un peu un confinement avec des conditions, disons, au niveau macro, c'est pas très agréable. Toutes les nouvelles qui nous arrivent à propos de cette pandémie, à propos de cette maladie, à propos du nombre de morts, que ce soit ici au Maroc, mais également à l'échelle internationale. Et en même temps, des circonstances inquiétantes parce que on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas également si on va s'en sortir immédiatement ou bien si ça va se prolonger. En tout cas, pour le moment, ici, le confinement est parti encore pour 3 semaines. Ben oui, ben de toute façon, espérons que tout ira bien d'ici peu. Et moi, je vois que vous êtes bien équipés, vous avez une très grande bibliothèque, hein. Vous êtes confinés avec vos Oui, livres. bah, et voilà, c'est mes compagnons pendant des années, des décennies carrément. Là, ils sont là. Ils me protègent un petit peu. Il y en a qui se Et protègent avec des amulettes et moi je me protège avec des livres. ben, pour être honnête, heureusement, les livres sont là pour nous sauver, pour nous permettre de s'évader, d'être déconfinés d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Il y aura parmi nous sûrement quelques étudiants. Comment ça se passe l'enseignement à distance pour vous, Monsieur Baïda? À vrai dire, c'est un peu compliqué parce que mes collègues au sein du département et moi-même ne sont pas formés pour un enseignement à distance. Mais on tente de gérer la situation avec les moyens que nous avons et surtout, ce qui sauve un peu la mise, c'est que nous avons en face de nous un public adulte et donc qui maîtrise très bien les nouvelles technologies, etc. Donc, la plupart du temps, on envoie des documents essentiellement. On fait pas. Il y en a quelques-uns qui font des cours euh, en ligne et directement, des cours avec leurs étudiants, mais la plupart du temps, c'est des documents que nous envoyons et les étudiants, sur cette base, préparent leurs examens. D'accord. Ben, j'espère que cela ne va pas affecter les résultats ou la motivation des étudiants parce que de toute façon, on n'est pas habitué à ce genre d'enseignement, l'enseignement à distance.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Et là, je viens de voir une circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça vient de tomber, ça a été signé aujourd'hui même, incitant les chefs d'établissement et le corps enseignant à continuer cette pratique, à développer la pratique de l'enseignement à distance et à réfléchir déjà à consacrer une part, une part des enseignements qui vont être donnés pendant la saison d'automne, à focaliser sur l'enseignement à distance aussi. Ça, c'est pas pour dire que la pandémie va continuer, mais c'est pour dire que peut-être c'est une bonne pratique qu'il faudrait développer. D'accord. Bon courage à tout le monde, à vous les profs et aux étudiants aussi, hein. Oui, je vois qu'il y Euh, a des noms d'étudiants ici. Oui, il y en a pas mal. ouais. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui en direct. Ce live, je vous rappelle, ce live est inscrit dans le cadre de la programmation culturelle de l'Institut français de Tétouan. Nous accueillons Monsieur Baïda aujourd'hui pour discuter autour de sa dernière publication. À défaut de le retrouver en chair et en os, nous allons se contenter aujourd'hui de cette rencontre virtuelle. Et nous sommes d'ailleurs très contents de mener cette expérience avec vous, Monsieur Baïda. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Chers spectateurs, chers internautes, sachez que vous pouvez commenter ce live, vous pouvez commenter le déroulement de la rencontre, vous pouvez commenter l'ouvrage si vous l'avez déjà lu, mais vous pouvez aussi poser vos questions. Monsieur Baïda va essayer de répondre vers la fin de ce live. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Alors, Monsieur Baïda, votre dernière publication, Les Djellaba Vertes, se suicide. Oui, C'est pas un roman, mais c'est un recueil de nouvelles tout à qui fait. a été publié chez Éditions Marsem récemment et qui a été représenté pour la première fois, si je ne me trompe pas, à Casablanca, à l'occasion de la 26e édition du Salon international de l'édition et du livre. Tout à fait. Alors, ce recueil de nouvelles est composé de 13 nouvelles. Il est écrit d'une manière très intrigante, avec un style complexe et simple en même temps. C'est un recueil de Mhm. nouvelles qui nous plonge dans un univers diversifié dont vous désirez la représentation. C'est un texte qui touche, qui dérange et qui nous mène à se poser plusieurs questions sur une réalité ou sur plusieurs réalités auxquelles chacun de nous peut faire face. Vous nous offrez dans cet ensemble de textes non pas seulement une palette d'émotions, mais également une palette de couleurs. Et cette palette de couleurs est accentuée par le choix du titre. La baverte se suicide. Le titre du recueil est aussi le titre de la troisième nouvelle du recueil. Alors, la première question que je vais vous poser a un rapport avec le titre, le choix du titre. Est-ce que vous avez opté pour ce titre pour effectivement accentuer cette palette de couleurs que vous nous présentez dans vos textes ou tout simplement pour nous dire que Les Djellaba Vertes se suicident est ma nouvelle préférée. Du coup, j'ai donné le titre de cette nouvelle à l'ensemble du recueil. Alors, bon, c'est surtout pas la deuxième hypothèse, c'est-à-dire c'est pas la nouvelle que je préfère, en réalité je les préfère toutes les 13. Je dirais que j'ai opté pour ce titre parce que, comme vous le savez, dans un recueil de nouvelles, il faut choisir un titre. En règle générale, nous choisissons le titre d'une nouvelle, parfois juste parce que le titre nous plaît, parce que ça peut parler plus au lecteur, parce que ça peut l'interpeller, et parce que le titre peut constituer une sorte de fil rouge, de fil conducteur qui pourrait traverser un petit peu les nouvelles, toutes les nouvelles. D'où c'est là la difficulté parfois de parler aussi d'un recueil de nouvelles parce que c'est des nouvelles qui ont été écrites souvent sur une période assez longue et donc qui peuvent toucher à différents aspects. Ce n'est pas comme un roman qui impose
par sa structure même, son unité et sa spécificité. Donc, je disais que le choix des djellabas vertes se suicide est humain du fait que je considérerais ce titre comme une sorte de programme qui traverse les 13 nouvelles parce que le titre Les djellabas vertes contient des mots significatifs par rapport au sens que nous retrouvons dans les 13 nouvelles. Le premier mot, le premier terme, c'est les djellabas. Et les djellabas, ça renvoie à tout un univers qui parle au lecteur marocain, un univers symbolique, notamment dans un mois pareil. On voit souvent que beaucoup de gens, pendant le mois de Ramadan, ressortent leur djellaba. Et donc, ça a un côté culturel qui renvoie à la sphère socio-culturelle dans laquelle s'inscrit mon recueil. Cet univers, c'est le mien, c'est le nôtre, et qui compose également, qui jongle entre le passé et le présent, et aussi donc par le mot les djellabas, le mot djellaba confère à ce recueil un certain enracinement. Voilà donc pour le choix de ce terme. Et la couleur verte, djellaba verte, le vert, lui, apporte une couleur. Et c'est le fait de vouloir mettre une couleur sur la couverture, connotant une couleur ou dénotant une couleur, c'est parce que ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours impressionné, ce rapport entre la couleur et l'écriture. J'envie parfois les peintres qui, avec quelques couleurs, exprime tout un univers. Et ici, le fait de mettre le mot verte, ça place quelques couleurs sur la couverture et des couleurs qui parlent aux gens et des couleurs qui sont significatives et parfois symboliques. Ça m'est arrivé de rencontrer, après la sortie de ce recueil de nouvelles, des lecteurs qui se sont mis à analyser cette couleur, à évoquer les différentes connotations. Et ça, c'est toujours agréable, et notamment parce que les interprétations qu'on m'a données, c'était parfois des interprétations que j'ignorais complètement. Et ça me plaît de me trouver dans des situations pareilles, et parce que également l'interprétation donnée est tout à fait défendable, à tel point que la personne, moi je ne connaissais pas l'interprétation qu'on m'a donnée, mais après lorsqu'on m'a expliqué, on est arrivé à me convaincre qu'effectivement le sens qu'ils avaient évoqué était inscrit ici à mon insu. Il nous reste le troisième terme, qui est le suicide. Alors le suicide ici, les djellabas vertes se suicident, apporte une part, là aussi, un ingrédient que j'apprécie beaucoup dans la littérature, c'est le risque. Le risque, comme disait Michel Dirès dans L'âge d'homme, il parlait de l'ombre d'une corne, l'ombre d'une corne, pour signifier le risque qui doit être présent. Et en même temps, parce que le suicide, c'est une problématique dans notre société, mais dans toutes les sociétés, c'est un moment de revirement, un moment de basculement, un moment décisif, et ça, j'aime beaucoup saisir ce moment-là, ces instants-là où il y a à la fois le risque, où il y a l'instabilité. Le suicide, ce n'est ni la vie ni la mort, c'est un moment de basculement, un instant de basculement.
c'est un peu la technique que j'avais déjà employée aussi dans le roman. Je pense par exemple à mon roman Le Dernier Salto, c'est le saut. Ou bien je pense à quelqu'un d'autre que j'apprécie beaucoup, c'est Leftah, Mohamed Leftah, dans une chute infinie, où il y a également ce suicide, où il tente, où Leftah ne fait que saisir le moment du suicide d'un jeune lycéen de Stat. C'est ça, c'est le fait de tenter de saisir cela. Après, bien sûr, je pourrais vous donner, mais ça sera long, de donner les différents rapports avec n'importe quelle nouvelle entre ce titre et les nouvelles. Oui, Je peux allez-y, prendre allez-y. par exemple, pardon, oui, Soukaina? Oui, allez-y. Intéressant déjà de savoir le lien entre les 13 nouvelles parce que je ne crois pas que c'était arbitraire. Oui, alors, oui, bien sûr. Donc, par exemple, si on prend la première nouvelle, Zone de turbulence, c'est un personnage Mhm. qui est embarqué dans une histoire qui n'est pas la sienne. Voilà, c'est un personnage qui est embarqué dans les deux sens du terme, même au premier sens parce qu'il est dans un avion. Et à partir du moment où il commence la lecture d'une nouvelle que lui a envoyé un ami à lui, et il va tomber sur des situations qui calquent un petit peu la nouvelle lui-même à l'instant même dans l'avion. Donc il y a ce moment de basculement entre à la fois la vie de ce personnage et la vie d'un autre personnage qui est dans la fiction, et il y a une sorte de miroir entre les deux, et comme si c'est traversé, c'est comme si le personnage traversait le miroir pour aller de l'autre côté du miroir. La deuxième nouvelle, le dernier mensonge, il y a aussi également dans cette nouvelle un jeu d'histoire, parce que le personnage principal de la nouvelle Le Dernier Mensonge, c'est quelqu'un de solitaire qui est dans une sorte de confinement et qui se contentait de se connecter aux réseaux sociaux, etc., et dialoguer avec des gens qu'il connaît, qu'il ne connaît pas parfois. Et il a souhaité dialoguer plus avec l'autre sexe, avec les femmes. Parce que c'est un homme, c'est un fonctionnaire, etc., qui mène une vie tout à fait ordinaire. Et pour avoir cette possibilité, pour qu'il n'y ait pas cette méfiance qu'il avait vue dans les réseaux sociaux, et il a tout simplement pris une identité qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire il s'est présenté avec le nom d'une femme. C'est Et ça. ce qui va arriver à ce personnage, qui dialogue avec, en adoptant le nom d'une femme, il va échanger avec un homme. Il va dialoguer plusieurs fois avec un homme, et une histoire d'amour va naître entre les deux. L'autre Ouais. avec qui il dialoguait ne savait pas qu'il dialogue avec un homme. Mais notre personnage, il sait que c'est un homme, ou du moins c'est comme ça qu'il se présente sur son profil. Et voilà, donc là il y a quelque chose entre deux vies, entre deux histoires, entre la question de l'identité d'un personnage et un autre. Je ne vais pas dire bien sûr comment on va se terminer cette histoire, mais Parce que c'est la déjà chute était le vraiment premier. inattendue, hein. Et d'ailleurs, toutes les nouvelles se terminent par des chutes bouleversantes qui, euh, qui surprend. C'est aussi l'un des caractéristiques de la nouvelle. Oui, en règle générale, oui. Même si en réalité, je suis pas pour la nouvelle classique qui se termine par une chute, ou bien une morale, ou bien euh, une leçon, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je D'accord. pense que oui, il y en a plusieurs qui se terminent par une chute, mais ce n'est pas ce que je défends le plus.
Ok. Ben, j'imagine que l'écriture de ce recueil n'était pas du tout une tâche facile. Ici, nous avons affaire à un ensemble de nouvelles et pas un roman. Et dans le monde riche et diversifié qu'est la littérature, nous savons que deux genres font face, le roman et la nouvelle. L'un est lent, l'autre est court. L'un privilégie le développement, le deuxième privilégie plutôt la concision. Aujourd'hui, et après trois romans, vous avez décidé d'explorer certaines profondeurs par le biais de la nouvelle. C'est vrai que la nouvelle est plus brève et plus directe que le roman, mais ça n'empêche que l'écriture de celle-ci est un exercice très complexe et très difficile. Et certains auteurs, même les plus connus du roman, n'excellent pas forcément dans ce genre. Pourriez-vous nous parler de votre... Alors, effectivement, là, je rejoins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est un exercice assez facile, assez difficile, l'écriture de la nouvelle, même si parfois on la considère comme justement uniquement un exercice de style, certains la considèrent comme un genre hybride qui est à la fois, qui a quelque chose du roman, un roman avorté, on l'appelle, ou bien qu'il y a quelque chose d'un conte qui prend aussi du fait divers. Mais sur le plan de l'écriture, je pense que ce soit le roman, que ce soit la nouvelle, ce sont deux genres littéraires qui demandent effectivement une concentration, qui demandent un travail et un combat en quelque sorte avec les mots et qui nécessitent euh, qui nécessite également de construire, de bâtir une unité. Le roman de 200 pages, c'est une unité. La nouvelle de 3 ou 10 pages, ou 15 ou 20, etc., c'est censé également être une unité. Souvent, j'entends dire que la nouvelle doit transporter ou bien offrir ou bien véhiculer une morale, une philosophie ou quelque chose comme ça, ou qui est contenu parfois dans ce que vous avez dit tout à l'heure, dans la chute elle-même. Mais je pense quand même, moi, j'adopte le point de vue, un des points de vue développés par ou plutôt mentionné, pas développé, par Baudelaire, le poète Baudelaire, qui a beaucoup travaillé sur les nouvelles et qui est un grand admirateur des nouvellistes Edgar Allan Poe, et qui dit que la nouvelle n'est jamais volontairement philosophique. J'adore ce propos, la nouvelle n'est jamais volontairement philosophique parce que le mot volontairement est très significatif ici, dans le sens où ça ne doit pas être la présence d'une philosophie ou bien d'une morale ou bien d'une chute, etc. dans la nouvelle, ne doit pas être en elle-même l'objectif. Cette présence ne D'accord. doit pas être en elle-même l'objectif, donc il peut y avoir une dimension philosophique ou bien une dimension moraliste ou bien une chute, mais ça ne doit pas être l'objectif, ça doit venir en quelque sorte de manière un peu spontanée. Euh, à côté de cela, les deux exercices, effectivement, sont aussi différent dans le sens où le roman, c'est un travail de longue haleine. Un roman, on travaille sur un roman pendant 2 ans, 3 ans, parfois plus. Et la nouvelle, c'est possible de se concentrer sur la nouvelle et de boucler pendant quelques jours seulement. Mais en même temps, le roman permet de développer des situations, de, permet également de prendre le temps de camper des personnages, un décor, une dimension temporelle, de voir les personnages grandir, etc. Par contre, la nouvelle, on est dans la précision, on prend un personnage dans un moment donné. Par exemple, la première nouvelle, c'est pendant le vol
le vol entre Rabat et Paris, tout Ouais. simplement, mais pas au-delà. Alors que le roman, c'est en général une tranche de vie. J'emprunte pour expliquer la différence, la métaphore de la natation est souvent un outil pour comprendre. Le roman, ça permet de faire de longues distances de natation, alors que la nouvelle, c'est une plongée immédiate vers la profondeur et on remonte immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est euh, une autre façon d'expliquer la différence. Ceci dit, après coup, quand j'ai réfléchi à la chose, j'ai trouvé quand même que dans mes romans, il y a je dirais qu'il y a beaucoup de nouvelles où il y a pas mal aussi la dimension ou bien la pratique du récit court. Parce que si je prends par exemple le dernier Salto, ce sont des variations sur le Salto. Si je prends Nom d'un chien, le roman Nom d'un chien, il y a cette dimension également dans le sens où il y a une série d'histoires relatives à l'univers canin, que ce soit à l'animal, que ce soit à la représentation qu'on en fait. Dans le dernier roman, Testament d'un livre également, nous avons un ensemble de phases ou d'anecdotes ou des situations qui sont ou qui représentent l'univers livresque. Donc il y a le fragmentaire et également il y a une dimension qui me plaît dans la nouvelle et que je pratique dans le roman, c'est l'ellipse. C'est-à-dire Oui. que je ne suis pas dans trop de détails, je ne suis pas dans l'étalage des descriptions, des informations, etc. concernant les personnages. Je ne fais que suggérer en général. Et dans les deux cas, je pratique cette méthode dans les deux cas, je dirais par respect pour le lecteur et par respect pour l'intelligence du lecteur qui doit être aussi un lecteur actif et participer. Ben, effectivement, même si la nouvelle peut paraître plus courte et avec moins de détails, mais cela n'empêche qu'elle peut effectivement pousser le lecteur à réfléchir. Par exemple, dans le cas de vos 13 nouvelles, c'est vrai que les Oui, personnages, par exemple, ne sont pas très développés, leur psychologie ou leurs conditions de vie importent peu, mais vos personnages sont très spéciaux parce que d'abord, ils sont tous différents. L'un peut nous terrifier, l'autre peut nous bouleverser. Certains personnages dégagent des émotions les plus intenses, d'autres sont impénétrables. Et ensuite, parce que les personnages sont dotés d'un ensemble de caractéristiques qui donnent l'illusion qu'ils étaient vrais. On a l'impression qu'on les ait déjà rencontrés quelque part d'une manière ou d'une vie quotidienne. Et ça aide beaucoup le lecteur à s'orienter vers. Surtout que l'ensemble des personnages mettent le point sur les maux de la société ou sur les différents problèmes que peut rencontrer l'individu tout au long de son existence. On sent que vos personnages sont engagés ou ils essayent de corriger certains maux, de corriger certains problèmes de la société. Qu'est-ce que vous avez essayé de nous transmettre via ces 13 nouvelles, Monsieur Baïda? juste des nouvelles. Des nouvelles. Voilà, j'ai essayé d'écrire des nouvelles tout simplement. Euh, Pas vraiment de messages, mais disons, de façon involontaire, il y a des messages dans chacune des nouvelles. Euh, et puis aussi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de donner au lecteur un objet, au sens de matière, là, d'écriture, qui peut lui plaire, qui peut l'intéresser, qui peut le faire réfléchir. Pas forcément d'être d'accord avec moi ou de l'amener à une vérité, quelle qu'il soit cette vérité,
non, ce n'était pas mon objectif. L'objectif n'est pas non plus, comme on dit souvent, de dénoncer quoi que ce soit, mais les situations en elles-mêmes qui sont ici, qui sont relatées, qui sont prises ici, peuvent inciter, et c'est ça en fait qui m'intéresse le plus, peuvent inciter le lecteur soit à apprécier un objet qu'il trouve beau, c'est-à-dire une nouvelle, un texte, une création, ce que j'appellerais une création littéraire, soit aussi l'autre dimension ou l'autre volet, c'est l'inciter à réfléchir tout simplement, à réfléchir soit sur l'esthétique, soit sur la société, soit sur un phénomène qui a été capté dans la société. Il y a souvent dans la plupart des nouvelles, il y a souvent le malentendu. D'accord? Il y a Ouais, souvent, ce qui est souvent développé, c'est le malentendu. C'est la difficulté de communiquer. C'est la difficulté sur la même longueur d'onde avec l'autre. Et ceci passe bien sûr à travers la matière qui m'intéresse le plus, à travers les mots. Et la situation mérite tout à fait notre réflexion, mérite tout à fait qu'on s'arrête, quand quelqu'un prononce un mot et qu'on le reçoit, est-ce qu'on le reçoit dans le bon sens, est-ce qu'on le reçoit de la même façon qu'il a été émis avec les intentions de l'émetteur, est une problématique, ça relève un petit peu de la problématique de la communication dans son sens général. C'est la communication entre un objet d'art et le public, la façon avec laquelle le lecteur va appréhender, va décortiquer ces nouvelles euh, sont elles-mêmes, cette situation entre lecteur et nouvelle est elle-même développée à l'intérieur de ces nouvelles, dans le sens où se pose à l'intérieur de ces nouvelles la question du malentendu ou bien de la difficulté de communication. d'accord. Vous avez dit que tout se passe grâce aux mots ou à travers les mots. Je trouve que c'est très vrai. D'ailleurs, à la lecture du recueil, chaque mot a son importance dans votre texte. D'où la force et l'originalité que vous avez donnée à vos intrigues. Les situations sont tantôt tragiques, tantôt philosophiques, qui appellent à une longue promenade bien agitée et qui nous invitent à des harmonieux qui oscillent entre fiction et réalité. On remarque que l'humour et le tragique sont bien présents. Vous évoquez la mémoire et ses pièges, vous évoquez nos ondes de turbulence, les mots et l'écriture, les doutes et les hypothèses, autant de questionnements qui dévoilent davantage notre inconscient que notre quotidien. Mais en plus de cela, vous défendez aussi l'écriture à partir de rien ou écrire sur rien. D'ailleurs, votre 7e nouvelle s'intitule Écrire à partir de rien. Et je tiens à citer une phrase, la page 65. Alors, je cite. Comme il est fort probablement difficile d'écrire tout un roman à partir de rien, mon cher vieux rêve, je vais faire en sorte de se consacrer ici à ce vaste domaine, au moins une nouvelle. Voilà, je commence et je finis. Et un peu plus loin, vous dites écrire à partir de rien pour que l'écriture puisse dégager toute sa force d'elle-même ou s'effacer. Écrire sur rien, ça me rappelle Marguerite Duras. Marguerite Duras a revendiqué le droit légitime d'écrire sur rien ou d'écrire à partir de rien. Elle a carrément revendiqué le droit légitime d'écrire sur la mort d'une mouche, ce qui est tout à fait banal, ce qui est tout à fait anodin. Mais elle croit que c'est cette écriture sur l'anodin et sur le presque rien qui nous pousse à penser à la mort et à la vie et qui nous pousse à s'apercevoir que l'insignifiant nous donne de signes essentiels. Monsieur Baïda, le rien pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Le rien, ça signifie rien.
Ou dans bien le l'écriture sens. survient de toute façon. Voilà. Euh, oui, parce que en fait, l'idée c'est une idée qu'avait déjà émis Flaubert, écrire un Ouais, roman sur rien. Voilà, et c'est un vœu. Et écrire à partir de rien, c'est de ne pas s'appuyer sur un référent. C'est par exemple que l'œuvre puisse être indépendante quand, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire quand je disais qu'il n'y a pas de morale et je ne suis pas en train de dénoncer, je ne suis pas dans ceci, dans cela, ça rejoint un petit peu cela, c'est-à-dire faire une œuvre d'art sans que, qui serait importante, qui serait intéressante, mais sans s'appuyer sur un événement, sans ouais, entrer dans le fait, par exemple, là, de faire un roman, parce que ça, je l'entends souvent ces jours-ci, et écrire un roman sur la pandémie, sur le confinement, etc. Donc, c'est comme si la littérature a besoin de l'extérieur, a besoin de s'appuyer sur quelque chose. C'est comme si la littérature ne pouvait pas ou ne peut pas être indépendante, se tenir par elle-même. L'image de la peinture est très importante, je l'évoque pour la deuxième fois, parce que ouais. justement un peintre peut faire un tableau sans regarder ce qu'il y a à l'extérieur ou bien tenter de reproduire un paysage. Il peut tout simplement, avec les couleurs, dessiner une œuvre, un tableau qui a son indépendance, qui pourrait avoir son indépendance, c'est-à-dire aucune personne qui regarde ce tableau-là ne va dire, tiens, il est en train de reproduire le paysage qui se trouve à tel endroit, ou bien la situation dans un marché ou autre. Non, on va dire tout simplement, il y a un agencement de couleurs, une composition, au sens musical du terme, une composition qui fait que ce tableau dégage une force, dégage une chaleur, dégage. Voilà, ça, ces termes-là, on parle souvent de cela avec ces termes dans le cas de la peinture ou bien dans le cas de la musique. Mais pour la littérature, pour le roman, pour la nouvelle, on dit souvent ça rappelle les événements, ça évoque les événements de telle date, ça rappelle l'histoire, une histoire qui m'est arrivée, etc. Oui. D'accord? On dit rarement que ça dégage une force, ça dégage une ambiance, ça dégage ceci, ça dégage une chaleur, etc. Et c'est ça, en fait, ce vœu que reste un vœu pieux, d'écrire à partir de rien. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est très difficile, et je pense même que c'est pas possible, parce que les mots sont chargés de sens, les mots ont une histoire, les mots ne nous appartiennent pas, tout simplement. Les mots, quand on les reçoit avec déjà toute une charge philosophique, culturelle, historique, etc. À partir du moment où on voit Djlaba, ça y est, Djlaba, c'est déjà un univers qui est celui du Maroc, du Maghreb, c'est celui qui est telle sorte. Et quand on parle de suicide, c'est déjà condamné. Voilà. Alors que écrire à partir de rien, c'est, je dirais, c'est l'impossibilité virginité des mots. Voilà, Ah, l'impossible virginité des mots. c'est une belle phrase pour conclure. De toute façon, de ma part, je vais plus poser de questions. Je vais donner l'occasion aux spectateurs de vous poser quelques questions ou de faire de remarques ou de faire de commentaires. D'ailleurs, je vois que nous Oui. avons
des spectateurs du Maroc, de la France, de la Roumanie et de la Belgique. Et Je vous aussi de la, remercie encore une fois d'être là. Je vous remercie d'être nombreux à nous suivre aujourd'hui. Nous essayons de garder le lien avec le public et de vous proposer régulièrement des activités culturelles et littéraires. Alors, Monsieur Baïda, il y a un internaute qui dit que le rien, n'est rien, mais c'est une substance d'écriture. le rien, c'est pas un rien, mais c'est une substance d'écriture. Oui, à partir du moment où on le transforme, c'est-à-dire déjà qu'on on note le mot rien, ça devient, c'est déjà quelque chose. Ça reprend un peu le sketch que j'ai cité ici de Voss. Euh, un rien, c'est déjà quelque chose. Deux fois rien, c'est également quelque chose. Donc, en dehors du fait que c'est l'objet de l'écriture, euh, ce qui dérange, parce que si c'est l'objet de l'écriture, c'est déjà pas mal, c'est bien. Mais ce qui dérange, c'est le fait que ça ne reste pas seulement objet de l'écriture. Ça reste, D'accord. quand je prends un mot, ce n'est plus uniquement sa place dans ma phrase qui compte, mais c'est sa place dans la société. Je donne un exemple. Il y a une nouvelle qui Oui, et c'est une nouvelle voilà, qui repose sur le malentendu, effectivement. exactement, exactement, mais rien que le mot fellation, indépendamment de sa place dans le contexte ici, tiqué pas mal de personnes que je connais. Voilà, rien que le fait de le voir, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ceci, etc. C'est pour ça d'ailleurs, je n'avais pas commenté, vous avez cité tout à l'heure le cas de Duras qui écrit sur des objets qui peuvent paraître anodins, etc. Et ça, effectivement, ça, c'est une tentative de se rapprocher de ce rien, ou bien d'aller vers ce qui est considéré comme l'insignifiant. Et ça, ça a été fait par Proust à la recherche du temps perdu. Ça a été fait dans le cadre de la poésie de manière magistrale par Francis Ponge dans son recueil Le parti pris des choses. Et dans le parti pris des choses de Francis Ponge, porte, il parle du pain, il parle du poignet de la porte, des choses, mais de façon à en extraire, à en dégager une poéticité qui est formidable. Et ce qui fait qu'à partir de presque rien, c'est pas rien, mais presque rien, on peut dégager une poésie qui a sa force, qui a une certaine force, et un texte littéraire également qui se tient sans bien sûr le faire adosser à de grands événements tels qu'on voit que beaucoup de ceux qui écrivent essaient de le faire. Par exemple, des questions qui sont en réalité des questions de société ou qui sont des questions politiques, mais on essaie de les intégrer à la littérature en croyant que ça va faire de la grande littérature, comme la question de l'intégrisme, comme la question des guerres, etc. Donc, qui ont fait bien sûr couler beaucoup d'encre. Les guerres, par exemple, on a beaucoup écrit, on a écrit beaucoup de romans sur les guerres, mais ça ne veut pas dire que des guerres les plus catastrophiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je pense notamment à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des centaines, je dirais même des milliers de romans qui ont été consacrés aux guerres, mais ils ne sont pas tous intéressants, ces romans. Parce qu'il y a ce malentendu, il y a le fait de croire que quand j'écris à propos d'un événement grandiose, mon roman sera intéressant, ou bien mon texte sera intéressant. Non, pas forcément. Voilà.
Mais par contre, bien sûr, il y a eu d'excellents romans sur la guerre. D'accord. Une autre question. Il y a un abonné qui se demande comment, comment peut-on écrire sans avoir pensé à un événement? Est-ce que l'écriture est une inspiration venant du rien et qui donne sens à ce qu'on écrit? Euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire encore. En général, quand on me sort le mot inspiration, c'est-à-dire que l'écriture, ça vient de rien, etc. Non, l'écriture, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. Donc, ça veut dire qu'il faut s'asseoir, écrire, réécrire, travailler, déchirer des feuilles, rejeter un texte, creuser les minages, parfois faire de la recherche aussi. L'écriture, il y a une part de la recherche également. Quand on travaille sur un sujet, quand j'ai travaillé sur pour écrire Nom d'un chien, ça m'a pris énormément de temps pour découvrir cet univers. Pas pour faire vrai, pas pour décrire les chiens, pas pour décrire l'univers canin, mais tout simplement d'avoir accès à cet univers, de tenter de saisir quelque chose qui échappe parfois. Donc, et puis, est-ce qu'il faut écrire autour d'un sujet? Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire ça reste une possibilité, mais hum, je pencherai plutôt euh, à l'écriture autour d'une idée, Pas un pas événement. un événement, mais une idée et la creuser. La creuser, c'est-à-dire de façon à essayer de s'imprégner d'idées, de la développer, de voir ce qu'on pourrait en tirer de, soi-disant, d'intéressant comme texte, comme ensemble de mots, de phrases, comme structure également, parce que c'est ça, c'est pas l'idée qui est importante dans un texte de fiction, un texte littéraire en général, ce n'est pas l'idée, mais c'est plutôt la structure, l'agencement, les mots employés, la longueur des phrases, les petites virgules, etc. Tout ça, c'est ce qui fait le charme de la littérature et son importance. Et après, bien sûr, je ne dis pas que c'est complètement déconnecté de la réalité, parce que j'ai souvent remarqué qu'un peut nous sensibiliser à un fait social ou à un fait politique ou à une idée philosophique, parfois beaucoup plus qu'un documentaire, beaucoup plus qu'un essai. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le texte littéraire arrive à pénétrer des endroits qui sont enfuis dans la personnalité, cachés dans la sensibilité, etc. Et par conséquent, non pas, il arrive peut-être à nous sensibiliser beaucoup plus qu'un essai ou qu'un documentaire parce qu'il touche la profondeur de l'âme humaine surtout quand on baisse la garde, on n'est pas là, quand on lit un roman, on n'est pas en train de faire attention aux idées, de suivre un enchaînement, on est happé par l'univers romanesque, par l'histoire, par le rythme des phrases, et donc on est facilement en communion avec l'univers du romancier. Ben, ce que vous venez de dire nous renvoie à la question de Zarwali Mohamed qui se demande dans quelle mesure le romancier et le nouvelliste que vous êtes pourrait-il étouffer le critique qui vous êtes? Comment faites-vous pour coexister cette double pulsion? Alors,
À vrai dire, la critique, j'ai pas fait beaucoup de critiques. Et d'ailleurs, j'ai deux livres qui relèvent de la critique. C'est l'ouvrage issu de ma thèse de doctorat et qui a été consacré à Mohamed Khairdine, le livre publié en 2007 qui s'intitule Les voix de Ouais. Khairdine, et par la suite un travail sur les textes des autres, un travail sur le roman des autres, et qui n'est plus déjà, qui ne ressemble déjà plus à l'écriture ou à la critique ou à l'étude universitaire, et qui est l'ouvrage publié en 2011 et études au fil des livres. D'accord? Donc, à partir d'un moment, j'ai plutôt viré vers la fiction. Mais la question de Si Mohamed Zarouali, que je salue d'ailleurs, euh, est intéressante parce que c'est quelque chose quand même qui pourrait être un handicap. Le fait de connaître les mécanismes de l'écriture, de travailler avec les étudiants sur l'analyse de texte, etc., peut nous amener à perdre un petit peu une certaine spontanéité dans l'écriture. Donc, j'essaie effectivement d'être conscient de cela et de prendre le meilleur de cette situation, du fait que je suis professeur de littérature et donc je connais un certain nombre de textes littéraires et que je décortique avec mes étudiants. Et par conséquent, ceci peut me permettre de ne pas tomber dans une certaine littérature, mais plutôt à tenter disons, d'innover, même si on n'y arrive pas souvent, mais c'est déjà pas mal de tenter d'innover, de faire un texte qui pourrait se défendre et qui pourrait en même temps se démarquer de certains textes fréquents qu'on voit souvent. Par exemple, si je peux donner euh, l'exemple de mon dernier roman, Testament d'un livre, là j'ai essayé ma connaissance des procédés de narration, vu la connaissance d'un certain nombre d'expériences romanesques de certains écrivains, j'ai cherché à donner la parole à un objet qui n'a jamais pris la parole dans un autre roman, qui est le livre, tout Le livre. simplement. Voilà. Et c'est le livre qui qui va faire son testament, bien sûr, en essayant le maximum possible de lui donner ses propres caractéristiques, non pas le faire agir exactement comme un être humain, et ça c'est un risque d'ailleurs dans l'écriture de ce genre de roman, mais de tenter de lui laisser ses caractéristiques d'objet et ayant une histoire qui est différente de l'histoire d'un être humain, parce qu'un être humain est plus confiné dans le temps et dans l'espace. Et alors que le livre, on le trouve, il voyage, il est ici, il est ailleurs, etc. J'ai essayé de lui donner une vie. Donc, la connaissance ou bien le travail de la critique littéraire peut être à la fois euh, une, un handicap si on le Oui. laisse tuer en nous l'esprit de créativité, mais en même temps, on peut l'exploiter pour en tirer le meilleur. Autrement, il faut réconcilier entre les deux. Ou ben, je dirais pas ça comme ça, c'est-à-dire c'est pas réconcilier, c'est oui, mais prendre le meilleur de cela, ou alors sa casquette de critique ou d'universitaire au moment où on écrit, même si c'est pas toujours facile, après la remettre au moment où on va se consacrer à un travail universitaire. C'est-à-dire
grosso modo, il faut être conscient du fait que ce sont, même si dans les deux il y a le travail avec les mots, il y a le travail de la langue, ce sont deux activités tout à fait différentes, voilà, mais D'accord. qui communiquent. Vous avez évoqué tout à l'heure Testament d'un livre. Dans ce roman, vous avez évoqué les différentes menaces qui pèsent sur les écrits. Mhm. Et cela me mène vers la question d'un abonné. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur votre écriture? Parce qu'il y a un abonné qui a posé la question suivante. Monsieur Baïda, est-ce que votre écriture a trouvé une large liberté pour s'épanouir fort bien? Euh, Liberté, enfin, oui, il y a pas de problème, il n'y a pas de, Il n'y a pas de j'ai menace. presque, voilà, il n'y a pas de menace de ce genre. S'il y a une menace, c'est tout simplement la menace que j'ai évoquée tout à l'heure, la menace de tout cet héritage qui est déjà là et qui empêche la création. Mais aussi dans le champ littéraire ou culturel en général marocain, la menace, c'est justement euh, le fait d'accorder, de ne pas accorder de l'importance à ce domaine, à la culture, à- à- au livre. Donc le domaine de la culture, je prends le tout avec toutes ses composantes, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit euh, autre, la peinture également. Donc cet univers, ce domaine n'a pas encore mon sens, tout l'intérêt qu'on doit lui accorder dans notre société, soit par l'administration, soit par les officiels, que ce soit par le gouvernement, c'est-à-dire par exemple le budget de la culture actuelle. Voilà, et je ne vois pas que nous encourageons suffisamment la créativité, la création artistique, la création littéraire, la musique, par exemple, également. Donc là, ce sont des univers qui sont importants auxquels il faudrait accorder toute la place qui est la leur. Parce que je dirais, pour avoir une société qui est saine, qui est une société qui est responsable également, ben, c'est par ces moyens, c'est par la culture qu'on pourrait avoir cela. Mais en même temps, bien sûr, il faut, et ça c'est l'objection qu'on pourrait donner également, ou bien qu'on pourrait, à laquelle on pourrait penser, c'est qu'il faut un certain niveau de vie également pour amener les personnes à s'intéresser à la culture. Sinon, on va être enfermé dans le quotidien, dans les besoins de tous les jours, mais la culture va être considérée comme secondaire, quelque chose de superflu, etc. Et les gens vont tout simplement se contenter de focaliser sur le quotidien, c'est-à-dire la nourriture, le loyer, la santé, des choses comme ça. Et il faut intégrer la culture parmi ces composantes. On ne peut pas les dissocier ni les hiérarchiser. Voilà, donc s'il y a une menace, c'est beaucoup plus à ce niveau-là, à la place de la culture dans notre société. L'autre menace ou l'autre point ou l'autre challenge, le défi reste
à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire ça reste à s'enfermer, et je dois m'enfermer, je dois travailler et faire en sorte euh, de me mettre à moi-même la contrainte pour dégager le meilleur. Voilà. D'accord. Ben, je sais que vous êtes novelliste, essayiste, romancier, mais je ne sais pas si vous êtes également peintre. Est-ce que vous avez essayé de faire de la peinture? Parce qu'il y a un abonné qui se demande si un peintre pouvait dessiner un paysage sans l'avoir jamais vu. Euh, non, en fait, j'ai jamais fait de la peinture, mais la question est intéressante dans le sens où je suis pas forcément un peintre. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais écrire sur des choses que j'ai jamais vues? Bien sûr, c'est possible. Euh, D'accord. et, et bizarrement, paradoxalement, c'est quelque chose que une grande partie de notre société n'arrive pas à concevoir, c'est le fait de créer, D'accord. voilà, d'être dans la création. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir un paysage pour le mettre dans une œuvre d'art. L'exemple le plus banal, c'est par exemple les récits de science-fiction. Voilà. Oui. Les récits de science-fiction, ce sont des récits qui imaginent des situations, qui imaginent des univers qui ne sont pas encore dans le présent, qui peuvent être dans le futur. Oui. Et si on observe un petit peu ce qui se passe dans le paysage littéraire marocain ou même arabe, il y a très peu de récits de science-fiction. Oui. Très peu de récits de science-fiction parce qu'on reste trop attaché à ce qui est concret, à la réalité, et on se refuse la création. Edouard Saïd avait dit dans un livre de Dominique Hédé c'est que les sociétés arabo-musulmanes, peut-être, je crois, je ne me rappelle pas exactement de la formule, euh, pour lui, euh, ont un rapport avec l'univers artistique qui est un peu biaisé. Un rapport qui est soi-disant conflictuel parce qu'on ne se libère pas, parce que les sociétés arabo-musulmanes considèrent que seul Dieu est créateur. Et par conséquent, il y a une sorte d'autocensure et les gens se refusent d'être considérés comme des créateurs. Et par conséquent, ce qu'ils font, c'est reproduire tout simplement, et même reproduire, on sait tout, on connaît toute la polémique qui existe autour de l'image, par exemple, déjà dans la reproduction et encore plus dans la création. Mais bien sûr, et là je continue ma réponse à la question, le fait de parler, de peindre un univers qu'on ne connaît pas, bien sûr, déjà chez les Grecs, tout ce que nous avons dans l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des paysages, des univers qui n'ont rien à voir avec la réalité. Euh, la descente aux enfers, personne n'a jamais été dans les enfers, enfin jusqu'à preuve du contraire. Euh, et pourtant, nous retrouvons ça dans des textes de création. D'accord. Une autre question qui va peut-être ouvrir une autre piste de discussion. Brahim Stet a posé la question suivante. Le romancier est-il un historien euh, où s'entrelacent l'histoire et la littérature? Est-ce que le romancier est un historien?
Non, le romancier n'est pas un historien. Un historien a, disons, un ensemble de contraintes qui l'oblige à être dans l'objectivité, qui l'oblige également à avoir une preuve concernant un événement, concernant un fait social ou politique, etc. Par contre, un romancier a la liberté de combler parfois les lacunes que représente l'absence de documents historiques, etc. C'est-à-dire il y a des romans historiques, ou qu'on appelle historiques, mais dans lesquels le romancier a pris toute la liberté euh, pour la création et pour compléter un tableau qui ne peut qu'être incomplet dans le travail d'un historien. Ceci dit, il y a des travaux très intéressants, parfois qui font la jonction entre l'histoire et la littérature. Et là, je donne à Brahim ces deux volumes, par exemple, qui relèvent un petit peu de ça. Ça, c'est les actes d'un colloque auquel j'avais participé au Caire et qui s'intitule Écrire l'histoire de son temps et après Histoire et fiction dans les littératures, histoire et fiction. Dans ces deux volumes publiés chez l'Harmattan et qui ont été dirigés par Richard Jacquemont, euh, il y a un travail très intéressant auquel ont participé certains historiens et certains critiques littéraires, certains universitaires, et qui ont justement analysé ces points de convergence, de divergence entre l'histoire et la littérature. D'accord. Nous avons eu également quelques commentaires par rapport à ce que vous venez de dire, non pas seulement des questions. Oui. Il y a un abonné qui dit que l'écriture est une peinture et si l'écrivain maîtrise bien sa narration, sa description, il sera un créateur d'un beau tableau. Oui, tout à fait, oui. Ça rappelle aussi Oui, ce que oui, vous venez de effectivement. dire. Il y a un autre abonné qui a écrit, il faut avoir Ah, une mais, volonté. pardon, juste, je reviens à ce rapport entre l'écriture La et peinture. la peinture, parce que c'est très intéressant. Un des problèmes, des endroits où se situe la difficulté de faire le travail de la peinture dans l'écriture, c'est que c'est dans la réception également. C'est dans la réception, c'est-à-dire au moment où on aura terminé le livre et qu'on l'offre au lecteur. Et la réception ne se fait pas de la même façon quand on est face à un livre et quand on est face à un tableau. L'avantage d'un tableau, c'est que le tableau, on le reçoit dans sa globalité, dans sa totalité, dès le premier coup. On le voit. Alors que le texte écrit, on doit tourner les pages et on le reçoit à petite dose. Donc, il y a ce contact qui est faussé. Donc, l'image ne peut être complète qu'à la fin de la lecture. Alors qu'un tableau, on est face à un tableau et ne frappe carrément. Voilà, il ne D'accord. frappe, on le voit, on est soit choqué, soit déjà l'impression est là dès le début. Par contre, avec l'écriture, c'est assez difficile dans le sens où on le reçoit à petite dose et aussi tout l'environnement qui accompagne de la lecture influence également notre lecture. S'il y a trop de bruit, s'il fait chaud, si on n'est pas bien, si on n'a pas bien dormi, etc. Toutes ces composantes influencent.
Une influence qui n'est pas tout à fait pareille quand il s'agit d'admirer un tableau. Ok. Un autre commentaire, un abonné qui a commenté ce qu'on venait de dire. Il faut avoir une volonté ferme si on veut concrétiser ce à quoi on aspire, que ce soit le culturel, le financier ou même le spirituel. Ben oui, il faut avoir une volonté ferme dans la vie en Oui, tout à général. fait. On est d'accord. Euh, une autre question. Quelle appréciation faites-vous sur le lectorat marocain et notamment celui d'expression française? Ah, Euh, vous êtes invité à nous donner votre appréciation. C'est un peu gênant. ah non, non, pas du tout. Bon, c'est pas que c'est gênant, c'est que c'est mitigé, dans le sens où c'est difficile d'avoir le feedback du lecteur. Souvent, dans les rencontres que nous organisons, que ce soit à l'Institut français, que ce soit ailleurs, on a souvent affaire à des gens qui viennent pour découvrir un livre, un roman. Euh, un lectorat qui a déjà fait l'expérience de la lecture, qui connaît déjà le texte et qui vient en discuter. D'accord? D'accord. À l'exception, bien sûr, de personnes qui travaillent sur les textes, un lectorat, etc., qui est, euh, qui est ce type de lecteur averti, c'est-à-dire les étudiants, les critiques littéraires, etc., qui ont un autre avec les textes. Mais il faudrait quand même signaler également un autre aspect en rapport avec la lecture au Maroc, notamment, mais également dans d'autres endroits, c'est que certains lecteurs sont par des lectures qu'on leur a servi pendant des années. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, et moi je pense essentiellement à ces lectures du 19e siècle, aux romans réalistes, à Balzac, Zola, Flaubert et compagnie, qui sont les lectures principales scolaires et universitaires. Or, ce sont des récits généraux qui sont linéaires, qui ont une vision ou un rapport avec la réalité ils sont très ancrés dans la réalité, et donc ça crée chez le lectorat des réflexes de lecture qui sont un peu figés, c'est-à-dire à partir du moment où ou un lecteur ouvre un roman, un récit, et cherche quel est le personnage principal, où est l'intrigue, où est la chute, le dénouement, etc. Alors que la littérature est beaucoup plus vaste que cela. J'enseigne avec les S6, peut-être qu'il y en a quelques-uns ici, la littérature contemporaine. Donc la littérature contemporaine n'a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de, disons, de non-respect de toutes ces traditions, de ces normes qui ont été instaurées au 19e siècle. Voilà, donc en ce qui concerne le lectorat, il faudrait aussi sortir des sentiers battus et s'ouvrir et chercher, parce que la littérature n'est pas enfermée, par exemple, dans ce qu'on nous a enseigné à l'école, pour faire aussi des recherches par soi-même et découvrir des récits qui sont en dehors du cadre scolaire et universitaire. D'accord. La plupart des abonnés font des commentaires ou posent des questions par rapport à la peinture.
Ils disent que vous avez un sens artistique et cela, on peut le déceler facilement dans vos écrits. Et une abonnée a constaté que dans cette dernière publication, vous, vous faites allusion à Mona Lisa peut-être. C'est sa remarque. Elle se demande si c'est vrai. Ou ça, dans quelle nouvelle? Les djellabas vertes se suicident. Non, j'avais pas pensé à Mona Lisa, non, pas du tout. Mais l'univers de la peinture, effectivement, c'est un univers qui m'intéresse. C'est évoqué avec les djellabas vertes, mais c'est surtout dans Ascenseur pour l'échafaud. C'est là où un personnage, une femme, je mettais des couleurs sur une femme pour la décrire. Voilà. Donc c'est là où on voit un tableau dans Ascenseur pour l'échafaud. Oui, il y a cela. Donc la peinture sans m'intéresser directement à la peinture, je fais souvent ce rapprochement entre l'écriture et la peinture, mais également l'autre art qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la musique. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de tout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à 42. On a dépassé d'un quart d'heure. Il y Bah, a beaucoup c'est de un moment. commentaires et de questions. Je pense que les commentaires vont restent en principe, donc je pourrais à un autre moment continuer euh, à répondre aux questions. Ce sera avec grand plaisir. Mais ce que je voudrais dire, On va c'est, ajouter une dernière question et après je vais vous donner la parole au cas où vous allez, voulez ajouter quelque chose. une dernière pour la route. Oui. Une dernière question pour conclure et pour faire plaisir à nos spectateurs. Alors, une question. Bon, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire et que vous pouvez par la suite le commenter, rectifier ou affirmer. Alors, je crois que la lecture d'un tableau de peinture ou d'un livre, il faut qu'il y ait un bon récepteur. Une toile dévoile certainement son charme, son message qu'on voit, mais c'est seulement quand on l'analyse qu'on comprend l'implicite. C'est la même chose pour un livre. Le récepteur doit être un lecteur avisé pour pouvoir regarder le tableau de peinture qui se tisse à travers les phrases et les mots de l'auteur. Voilà. Tout à fait, on est d'accord, effectivement, que ce soit la peinture ou bien les livres, c'est par la fréquentation de ces objets, que ce soit des livres, que ce soit des musées, le fait d'écouter la musique également, c'est par ces moyens qu'on peut éduquer nos sens et agir par rapport à la production artistique. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'exploiter au maximum ce temps de confinement pour lire, pour écouter de la musique, pour visiter les musées, parce que pendant cette période de confinement, beaucoup de musées ont mis leur collection à la disposition des internautes. Et donc, pendant cette période, on peut partir, visiter les musées sur son ordinateur, voir parfois des explications relatives à des tableaux, écouter des conférences. Donc c'est un moment qu'il faut exploiter pour s'enrichir. Est-ce que vous avez actuellement un projet d'écriture? En réalité, j'en ai plusieurs, hein. Donc, certains sont en ébauche, d'autres que je retouche. Voilà, donc il y a toujours des choses en instance.
D'accord. Et vous allez rester dans le genre de la nouvelle ou bien vous allez retourner au roman? Non, ça sera plutôt un roman. Mais en fait, tout en travaillant sur les nouvelles, parce que ces nouvelles-là, je les ai il y a quelques années. C'est-à-dire, tout en travaillant sur un roman, je peux, à un moment donné, quand il y a une idée, l'idée d'une nouvelle qui vient, la consigner, ou la développer sans attendre à la fin. Il faudrait euh, bien sûr consacrer beaucoup plus de temps au travail quand on veut sortir un recueil de nouvelles. Là, ça demande autre chose pour harmoniser, pour également chercher des nouvelles qui sont proches sur le plan soit thématique, soit esthétique, pour assurer au recueil un minimum d'homogénéité. Je ne dirais pas que le recueil doit être complètement uni ou doit développer une thématique. Ça, j'aime pas les recueils qui ont une seule thématique parce que justement, l'avantage d'un recueil, c'est de passer d'un univers à un autre et le lecteur également a cette possibilité de passer d'un univers à un autre et contrairement au roman où on est happé par un seul univers du début jusqu'à la fin. Donc il faut garder au recueil, ou du moins ça c'est comme ça que je conçois la chose, il faut garder au recueil de nouvelles sa diversité et sa variété. D'accord. Ben, de toute façon, au nom de toute l'équipe de l'Association française de Tétouan, je vous souhaite une très belle continuation. Bonne continuation et bon Merci. confinement également. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce Facebook Live aujourd'hui. S'il vous plaît, restez connectés à la page officielle de l'Association française de Tétouan pour connaître à temps toutes les activités que nous proposons. Sachez que nous tenons vraiment à garder le lien avec vous en cette période difficile. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir déconfiné aujourd'hui. Ciao, ciao. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.